Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023 avec un tout nouvel épisode. Mon invité est Compliance Officer, ou spécialiste conformité, ou encore spécialiste anticorruption, et elle travaille pour une grande banque internationale qui opère à travers le monde. Cet épisode est un petit peu particulier parce que vous ne connaîtrez ni le nom de mon invité, ni le nom de la banque pour laquelle elle travaille. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien parce que lorsque l'on est employé, salarié dans une banque ou dans une entreprise privée, il est extrêmement difficile d'obtenir le feu vert pour pouvoir s'exprimer publiquement. La parole n'est pas aussi libre que pour des journalistes, des personnes qui travaillent pour des ONG ou bien des chercheurs. Ce qui explique aussi pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu de personnes qui travaillent pour des institutions gouvernementales. C'est exactement le même problème. Pour les fonctionnaires publics, il y a un devoir de réserve. Mon invité était convaincu par l'idée de cet entretien et de partager son métier et donc nous avons fait le choix pour qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse vous partager ce qu'elle fait au quotidien, de ne pas indiquer son nom ni la banque pour laquelle elle travaille. Pendant cet épisode, mon invité nous explique pourquoi elle a décidé de ne plus travailler pour des organisations internationales qui luttent contre la corruption, mais de passer, comme elle le dit, de l'autre côté de la barrière pour travailler en banque. Elle nous parle de son métier, de ce que c'est d'être compliance officer, ce que les banques font au quotidien pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, mais aussi des difficultés qu'elles ont à mettre en place toutes ces mesures pour prévenir la corruption et prévenir le blanchiment d'argent. Elle nous parle également du chemin qui reste encore à parcourir pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et en discutant avec mon invité, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un deuxième épisode avec vos questions. Donc s'il y a des questions que vous avez toujours souhaité poser à quelqu'un qui travaille en banque, qui travaille dans cette lutte contre la corruption, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est le moment de poser vos questions. Vous m'envoyez un email, vous mettez un message sur Twitter ou sur LinkedIn, sur les comptes du podcast, et à ce moment-là, on organisera une deuxième partie d'épisode avec mon invité pour répondre à toutes vos questions. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation et de venir nous parler de ton expérience et de ton métier de Compliance Officer ou spécialiste conformité en bon français au sein d'une grande banque internationale. Avant de rejoindre cette banque internationale, tu as travaillé pendant 10 ans sur les sujets de corruption et blanchiment pour différentes organisations internationales. Alors pourquoi as-tu choisi de travailler sur l'anticorruption ? Qu'est-ce qui t'a attiré avec ce sujet ? C'était pas quelque chose que je fais de façon exprès. Je n'avais pas décidé que j'allais travailler avec la thématique de corruption. Quand j'étais toute jeune, j'ai commencé comme journaliste. J'ai travaillé pendant quelques années comme journaliste avant d'avoir un peu d'expérience pour économiser un peu d'argent, pour me permettre de faire un programme de master au niveau international. J'ai fait ce programme de master en sciences politiques. C'était plus en relations internationales et les aspects du développement. Et à ce moment, j'ai commencé à étudier des questions de gouvernance publique. J'ai commencé à me rendre compte de l'importance qui la thématique de mauvaise gouvernance et donc corruption est là pour le développement d'un pays. Et donc, c'est à ce moment que je pense que j'ai commencé à m'intéresser à les thématiques de corruption. Je n'appelais pas ça corruption, mais je savais que c'était un peu comment est-ce que ça peut engendrer des sous-développements, comment est-ce que ça peut causer des problèmes pour les aspects de violence dans des pays, violence entre les citoyens. Donc, quand j'ai terminé ce programme de master, j'ai décidé de laisser tomber le journalisme pendant quelques années pour expérimenter un peu, travailler dans d'autres types d'organisations comme des ONG. J'ai commencé à faire des stages dans des ONG qui travaillaient, par exemple, avec l'aspect de gouvernance de l'aide au développement. Donc, on travaillait avec les questions de gouvernance au sein de la Banque mondiale, au sein du Fonds monétaire international et comment les décisions étaient prises. Et c'est m'amener, en fait, à continuer à regarder les problèmes de la façon dont, parfois, l'aide au développement, elle est mal utilisée, elle est mal appropriée,
Elle est volée des coffres publics. Ils terminent parfois dans les pays qui ont otorgué ces dons, par exemple, sous la forme de blanchiment d'argent ou sous la forme de grosses palaces, de grosses maisons, de villes luxueuses qui est payée avec d'argent qui devait être utilisé pour construire des routes, des hôpitaux, des maisons, des trucs utiles pour les gens du pays qui bénéficiaient de ces dons. C'est plus comme ça que la thématique corruption est arrivée à ma vie. Et après cela, j'ai travaillé un peu dans la recherche pour informer les politiques publiques, public policy, comme on dirait en anglais. Donc, pendant quelques années, je me souviens, on a travaillé avec un groupe de chercheurs qui faisaient des enquêtes sur financement de campagnes politiques. Donc, on essayait de comprendre les règles qui sont dans les lois, mais aussi les règles qui ne sont pas dans les lois, donc qui sont un peu les pratiques, même si c'est pas totalement permis. Et comment est-ce que parfois les activités de financement de campagne politique peuvent engendrer aussi des impacts très négatifs pour toute la gouvernance en pays. Pendant tous ces chemins, bon, après cela, je continue à travailler dans l'aide au développement, je continue à travailler toujours dans la question de corruption dans l'aide au développement. Au fur et à mesure que je développais au sein de ces organisations ONG, organisations internationales, je me posais toujours une question. J'étais très bonne pour pointer les doigts et pour faire des critiques et pour dire que les choses se passent pas très bien, mais que je n'avais pas été jamais du côté des gens qui sont obligés d'essayer de faire la lutte contre la corruption dans la pratique quotidienne. Tu vois, les gens qui implémentent les projets de améliorer les lois qui sont approuvées, les gens qui doivent se soumettre à des lois et transformer leur façon de travailler ou leur façon de vivre pour essayer d'améliorer un peu la gouvernance partout dans le monde. Donc, je n'avais pas la vraie expérience, tu vois, d'essayer de mettre en place toutes ces règles anticorruption qui parfois j'avais aidé à développer quand je travaillais au sein des organisations internationales. Parce qu'après les ONG, j'ai passé du côté des organisations internationales. Et donc, quand je suis passé aux côtés des organisations internationales, je pensais, OK, je ferme un cercle. J'ai une expérience des ONG, j'ai une expérience des organisations internationales. Et quand j'étais au sein des organisations internationales, en fait, ma autocritique a encore empiré du point de vue de, je croyais que c'était trop facile de jeter des pierres sur les toits des autres sans jamais avoir travaillé moi-même sur l'implémentation de toutes ces troupes qui ont préconisé. Et donc, c'était mon dernier travail au sein d'une organisation internationale. Quand j'ai décidé de partir, j'ai dit à moi-même, si je trouve quelque chose d'autre après, je voudrais que ces choses soient plus pratiques, soient plus dans la vraie implémentation pour que je puisse avoir l'autorité de dire à moi-même, moi j'ai essayé de le mettre en place, je sais comment est-ce que ça se passe, et je peux dire avec autorité, ce sont là les obstacles, c'est là la difficulté qui me faisait sentir un peu comme une fraude avant. Parce que j'étais très bonne de donner des conseils, mais je n'ai jamais moi-même essayé d'implémenter les conseils que je donnais. Donc, ça me causait une autocritique personnelle un peu forte. Et après que j'ai sorti de mon dernier boulot au sein d'une organisation internationale et j'ai recommencé à chercher un nouveau poste, j'ai tombé sur une banque. Et cette banque, même si je n'avais pas vraiment expectative de trouver un boulot au sein de conformité, au sein des banques, ils ont cru que mon expérience au sein des ONG, au sein des organisations internationales, était très bonne pour les accompagner, pour les aider à améliorer leur dispositif de lutte anticorruption. Et donc, ils m'ont dit, des gens qui comprennent le monde de la banque, on en a beaucoup. Tous nos collaborateurs sont déjà des gens qui ont d'expérience dans les secteurs financiers. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est quelqu'un qui a d'expérience dans la lutte anticorruption. Donc, vous apprendrez à comprendre le monde des finances et la partie de ta connaissance de lutte anticorruption serait très importante pour nous aider à améliorer notre dispositif. Et finalement, j'ai passé de quelqu'un qui écrivait des lois ou des recommandations internationales ou pointait les doigts quand j'étais du côté des ONG à quelqu'un qui aujourd'hui essaie de vraiment implémenter toutes ces lois, toutes ces législations et recommandations internationales sur la thématique anticorruption. Quand tu aides à passer une loi ou quand tu aides à écrire une recommandation internationale, tu as la sensation que tu touches plusieurs pays ou tu touches beaucoup, beaucoup du monde. Et maintenant, j'ai la sensation que je touche moins de personnes parce que c'est juste les collaborateurs de cette banque, mais je me sens un peu plus proche de l'impact réel de mon travail. Merci beaucoup. C'était super intéressant de comprendre, d'entendre ton cheminement.
Et je serais assez intéressée de savoir les différences que tu as constatées entre la pratique au quotidien que tu as maintenant en banque et les conseils que tu donnais auparavant. Tu nous disais, voilà, je donnais des conseils, mais je ne savais pas nécessairement ce que cela voulait dire en pratique. Je voulais voir ce que c'était en pratique. Est-ce que tu as constaté des différences? Tu te dis, ah, si j'avais eu cette pratique avant, j'aurais peut-être conseillé autrement, ou en fait te dire non, c'est assez aligné et ça correspond bien à la pratique. J'aimerais bien avoir ton retour sur ce sujet-là. Une chose que je pensais déjà avant de passer du côté de la pratique, mais peut-être je n'avais pas très bien articulé, c'est que quand on donne des conseils, quand on fait plaidoyer, quand on écrit des lois ou quand on écrit des recommandations internationales, on ne va pas dans les détails. Et opérationnaliser une recommandation, opérationnaliser une loi ou opérationnaliser une lettre de plaidoyer, c'est beaucoup plus complexe que écrire la lettre de plaidoyer ou écrire la loi. Je sais qu'écrire une loi, c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes qu'il faut convaincre, il faut trouver un consensus et blablabla. J'ai expérimenté tout cela avant et je sais que c'était difficile. Mais quand tu passes à l'implémentation, quand tu passes à la pratique de essayer de mettre en place tout ce qui est écrit dans ces lois, tu as énormément de détails qui ne passent jamais dans la tête de la personne qui est en train d'écrire la loi. Tu as les obstacles bêtes du genre, tu n'as pas assez de ressources humaines pour faire toutes les tâches que la loi implique. Parce qu'au moment que tu déclines la loi dans la pratique, ça veut dire 10% plus de personnes pour faire tous les différents process qui la loi pourrait impliquer dans la vie réelle. Donc, je donne un autre exemple. Il y a des incompatibilités entre des lois. Et je pense que pour les législateurs, il n'est pas préoccupé parce que quand il travaille sur un projet de loi, il est en train de penser sur une thématique. Après, il approuve sa loi, le projet est terminé. Après, il passe à un autre projet de loi sur une autre thématique, mais il a oublié déjà la loi antérieure qu'il était en train de travailler. Mais pour nous, dans la vie réelle, parfois, ça veut dire que je dois implémenter la loi numéro 1 en connaissance de la loi numéro 2, parce que la loi numéro 1 touche la loi numéro 2 et vice versa. Par exemple, des lois anticorruption et des lois sur la vie privée et les données privées. Quand tu es en train d'implémenter ce qui te demande, par exemple, les lois anticorruption en termes d'identification de bénéficiaires, en termes des connaissances de ta contrepartie, parfois tu as besoin de collecter certaines données que les lois de données privées et te disent tu n'as pas le droit de collecter cette information parce que c'est la vie privée de la contrepartie. Ou si tu veux collecter cette information, il faut que tu informes la contrepartie que tu vas traiter cette information pour les buts X, Y et Z. Cela sont des aspects de la complexité d'essayer d'implémenter des lois qui, quand les législateurs a approuvé, ils n'avaient pas en tête toutes les interconnexions qu'elles vont avoir dans la vie réelle. En plus de ça, par exemple, tu as les obstacles de technologie. Tu veux faire des choses pour, je veux dire n'importe quoi, par exemple, tu veux faire des choses pour bien identifier les risques de corruption parmi les contreparties avec lesquelles tu as une relation commerciale. Et pour faire cela, tu as besoin de faire des développements techniques dans tous tes outils techniques entrés en relation. Et ça te demande pas un mois de travail. Parfois, ça te demande 6 mois, 1 an de développement technique. Donc, je pense que aujourd'hui, si je passais du côté législateur, si un jour, c'est pas mon envie, parce que je pense que c'est la tâche la plus difficile au monde, parce que tu fais personne contente jamais, mais si un jour je passais du côté d'un législateur, je ferais beaucoup plus attention à penser comment est-ce que les cibles de mes législations vont l'implémenter. Parce que tu passes une législation anticorruption un peu générique et devant toi, tu as plusieurs secteurs de l'économie, plusieurs contreparties, plusieurs acteurs, gouvernements, ONG, chacun va utiliser cette loi de façon différente. Et j'ai compris la difficulté de faire des lois plus détaillées, plus ciblées, mais je pense que j'essaierai d'être un peu plus ciblé et un peu plus détaillé dans ma façon de proposer des lois ou de proposer des lettres de plaidoyer, parce que c'est facile à dire il faut arrêter la corruption ou il faut arrêter le blanchiment d'argent quand on n'a pas la connaissance de qu'est-ce que ça veut dire quand tu déclines ça dans la vie réelle en termes de différents aspects du process pour mettre en place cette loi, par exemple. Je pense que je ferai un peu plus d'efforts pour être plus détaillé dans qu'est-ce que ça veut dire implémenter une de ces lois en connaissance de toutes les interconnexions qui existent dans les différentes thématiques dans la vie publique.
Merci d'avoir rappelé ce problème de cohérence. On a au niveau des législateurs, il y en a qui vont être un peu plus spécialistes sur les questions d'intégrité, lutte contre la corruption, etc. Et tu vas en avoir d'autres qui vont être plus sur les questions de protection de la vie privée, protection des données. Et on va pas forcément avoir conscience que, je pense notamment au règlement général sur la protection des données, le RGPD, on n'a pas forcément au niveau européen pensé à l'impact que ça pourrait avoir ou les répercussions que ça pourrait avoir en fait sur tous les pans et notamment dans la lutte contre la corruption et la manière de conserver les données, etc. et que ça pourrait entrer en conflit. Donc c'est chouette de l'avoir rappelé et de l'avoir montré. J'aimerais maintenant en savoir un peu plus sur ton travail au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle? Qu'est-ce que c'est être compliance officer? On entend beaucoup à la télé, dans les journaux, ou même on voit partout, par exemple, des annonces. Nous recrutons un compliance officer, mais ça reste assez vague. Est-ce que tu peux nous expliquer ton travail au quotidien? Il y a des différentes formes d'être compliance officer. Ça dépend dans quel secteur tu travailles. Il y a des secteurs qui sont vraiment beaucoup visés par les agences régulatrices. Donc, tu es beaucoup plus demandé de travailler sur plusieurs législations. Par exemple, le secteur financier, c'est vraiment visé par les agences régulatrices. Donc, c'est pas juste législation anticorruption qu'on doit mettre en place, mais c'est législation anti-blanchiment, législation anti-évasion fiscale, législation de respect des sanctions et embargos internationaux, législation anti-évasion fiscale, législation de protection d'intérêts des clients, législation d'intégrité des marchés, et je peux continuer. Et toutes ces législations, on doit mettre en place. Comme je vous avais donné l'exemple de protection des données, il peut avoir des incohérences entre toutes ces législations différentes et il faut faire face à ces incohérences et essayer de construire un système qui nous rassure devant les régulateurs qu'on est en train de respecter tous ces dispositifs de la meilleure façon possible. Et il y a des secteurs qui sont beaucoup moins assujettis à tous ces types de régulations. Donc, je ne veux pas dire qu'il est plus facile d'être compliance officer dans d'autres secteurs, mais ils sont moins régulés, ils sont moins assujettis à des visites des agences régulatrices. Donc, je pense que c'est un peu plus facile d'être compliance officer quand tu n'es pas assujetti à des législations genre protection des intérêts des clients ou intégrité des marchés ou anticorruption, même si aujourd'hui tout le monde pratiquement est assujetti à des lois anticorruption un peu partout dans le monde. Donc, comme j'avais dit, il y a des différences d'être compliance officer au sein des différents secteurs d'activité en fonction des types de réglementation et de la capacité d'audit et contrôle que les autorités possèdent sur certains secteurs. Si tu travailles dans une banque, tu peux être compliance officer de différentes façons. Si tu travailles devant, par exemple, ta contrepartie, si tu travailles comme compliance proche des clients ou proche des fournisseurs ou proche des intermédiaires ou proche des distributeurs ou tout autre type de partenaire, ton rôle est vraiment pratique et de connaître ta contrepartie. Et il y a un département qui normalement est en contact avec la contrepartie. Je vais donner un exemple que c'est les plus parlantes en termes de banques, mais c'est les conseillères qui est devant les clients. Mais comme je dis, on a des contreparties comme fournisseurs, on a des contreparties comme intermédiaires, comme distributeurs. Et donc, il y a des collaborateurs qui sont toujours devant ces contreparties différentes. Donc, la compliance qui est devant le client, elle doit se rassurer d'avoir obtenu les informations nécessaires pour bien identifier ses clients, parce que la législation nous oblige à être en connaissance de notre client de façon approfondie, parce que c'est à la base de cette connaissance qu'on peut établir quels risques ces clients nous posent. Risque de corruption, comme j'ai dit, mais risque de blanchiment, risque de financement de terrorisme, risque de ne pas respecter les régimes et les sanctions internationales, blablabla, blablabla. Donc, cet premier individu qui est, on va dire, un conseiller devant un client, il va obtenir certaines informations de son client, il va passer ces informations à un autre département. Il faut se souvenir, en parenthèse ici, qui, dans les mondes de banque, j'imagine que dans d'autres secteurs aussi, il y a les principes de division des tâches pour éviter qu'un individu lui-même ou un département lui-même soit responsable de toutes les tâches qui comprennent l'objectif d'établir le risque de client et si on peut entrer en relation et dans les cas qu'on rentre dans la relation, quels sont les produits qu'on peut vendre à ses clients en fonction du risque qu'ils posent. C'est le principe de quatre yeux. La personne qui collecte les informations, elle va passer ces informations à un autre département
qui normalement c'est une autre compliance, on va dire, dans les jargons des banques, on appelle ça la deuxième ligne de défense. Et donc, c'est la deuxième ligne de défense qui va établir les niveaux de risque de ses clients en utilisant les informations que les conseillères a collectées, comme par exemple une confirmation de l'identité de l'individu, une confirmation de son adresse, de sa nationalité, et il va collecter d'autres informations aussi. Par exemple, cette compliance qui est considérée deuxième ligne de défense, elle va faire une vérification et s'il existe des informations négatives dans la presse sur cette personne, parce que cette personne, elle peut te donner des informations qui sont frauduleuses. Tu dois prouver, ou assurer que Madame X ou Monsieur Z est effectivement Madame X et Monsieur Z. Et s'il n'est pas impliqué, par exemple, dans un scandale d'évasion fiscale, ou s'il n'est pas impliqué dans une situation de fraude, pour que tu puisses établir quel est le risque que cette personne pose à ta banque, et si elle pose un risque, est-ce que tu peux l'accepter comme client? Est-ce que tu peux prendre ce risque? Et si tu peux prendre ce risque, quels sont les contrôles que tu es obligé de mettre en place pour se rassurer que cet individu ne va pas essayer d'utiliser la relation commerciale avec ta banque pour blanchir de l'argent, ou pour financer le terrorisme, ou pour évader paiement d'impôts, ou s'évader des sanctions internationales. Donc, c'est un peu le travail d'un compliance officer qui sont en fait divers compliance officers. Comme j'ai dit, c'est les conseillères qui est la première ligne de défense, qui obtiennent quelques informations. C'est la deuxième ligne de défense qui vérifie encore plus de détails sur cette personne, ou ça pourrait être aussi une entreprise. Hein. Quand on a des clients, c'est pas juste des personnes physiques, mais c'est aussi des personnes morales. Et aussi, on va dire, c'est qu'on appelle dans le langage de banque la troisième ligne de défense. Elle va se rassurer, sur la base de l'analyse des échantillons, par exemple, que la première ligne de défense a bien fait son travail de collecte d'informations et que la deuxième ligne de défense a fait son travail d'analyser quels sont les risques que cette contrepartie nous pose et quels sont les process qu'on a mis en place pour mitiger ces risques et garantir que quand on est en relation, on est capable d'identifier s'il y a un problème, une suspicion qui se passe dans la relation commerciale avec ses clients. Ces identifications de suspicion amènent à un autre jargon, un autre terme qui parfois apparaît beaucoup dans la presse, les déclarations de suspicion. En anglais, on dit Suspicious Activities Report. Et on doit, comme banque, mais il y a aussi d'autres secteurs de l'économie qui sont assujettis, mais les banques principalement, elles sont assujetties à cette obligation d'analyser, une fois que tu es en relation commerciale avec une contrepartie, un client, un fournisseur, un intermédiaire, tu es obligé de s'assurer que tu analyses toutes tes transactions avec cette contrepartie pour identifier s'il n'y a pas de transaction qui pose une suspicion. Ça pourrait être une suspicion de blanchiment, une suspicion de financement du terrorisme, une suspicion d'évasion fiscale. Et quand tu as une suspicion, tu dois la déclarer aux autorités pour permettre aux autorités d'avoir des pistes d'enquête, des pistes d'investigation sur ces différents crimes, blanchiment, financement du terrorisme et toutes les autres que j'ai mentionnées. Donc voilà, ça c'est la vie quotidienne des personnes qui travaillent comme compliance officer devant les contreparties. Moi, je ne travaille pas devant les contreparties, je travaille dans les rôles de compliance officer pour élaborer les normes dans une banque. Donc, vous pouvez imaginer qu'une banque très grande a des opérations dans plusieurs pays et chaque pays a ses propres législations, chaque pays a ses propres pratiques culturelles. Donc, nous avons besoin d'établir des normes qui soient applicables de façon un peu générale à toutes nos opérations partout dans le monde. Donc, je travaille dans un département comme compliance officer qui écrit ces normes dans la thématique corruption. Je ne travaille pas sur toutes les autres thématiques que j'ai mentionnées, mais comme la thématique corruption touche beaucoup toutes les autres législations, j'ai donné l'exemple de la législation de protection des données, mais on a beaucoup d'interactions avec les législations de protection des intérêts des clients, la législation de lutte contre le blanchiment d'argent, la législation de lutte contre l'évasion fiscale. Donc, je suis, et l'équipe où je travaille, nous sommes obligés de travailler beaucoup avec ces autres équipes responsables pour ces autres thématiques pour s'assurer que le angle anticorruption soit partie prenante et partie importante de toutes les normes que nous avons au sein de notre banque.
les normes anti-blanchiment, les normes de protection d'intérêts des clients, les normes d'intégrité des marchés. Donc, on travaille avec eux dans les quotidiens pour élaborer les normes et faire ces normes être appliquées partout dans le monde. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les différents types de compliance officer. Ce sera beaucoup moins nébuleux et abstrait en t'écoutant. C'est beaucoup plus clair. Est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais nous donner sur la manière dont les banques luttent contre la corruption? Qu'est-ce qu'elles mettent en place? Est-ce que tu as un exemple et aussi les difficultés? Puisque tu disais, tu travailles pour une banque, c'est une banque internationale, donc il y a des opérations partout dans le monde, des filiales aussi dans de nombreux pays. Quelles sont les difficultés aussi que vous pouvez rencontrer pour lutter contre la corruption? Il y a deux aspects qui sont difficiles, c'est de faire cadrer, comme j'ai mentionné, toutes les différentes législations qui parfois sont incohérentes au sein d'un pays. Quand tu es dans une banque internationale, tu dois faire face à toutes les législations de tous les pays où tu es présente. Donc, c'est un travail qui ne termine jamais, hein. C'est ça que je voudrais dire. C'est aujourd'hui, tu amènes un dispositif, par exemple, comme j'ai dit, pour évaluer ton risque client, tu décides, je ne peux pas rentrer en relation avec ce type de clients ou je ne peux pas entrer en relation avec des clients qui viennent de ces pays-là parce que ça pose un risque qui, moi, comme banque, je n'arrive pas à gérer. Parce que soit je n'arrive pas à coordonner les législations, soit je n'arrive pas à mettre en place des contrôles qui me permettent de contrôler ces risques. Dans ces cas, la problématique est de l'incapacité de la banque de mettre en place tous les contrôles que lui permettent de respecter les législations, soit les législations de son pays d'origine, ou soit les législations du pays où il est en train d'opérer, par exemple quand on a des filiales. Donc ça cause des problématiques. Mais une façon de comment aide à améliorer les dispositifs anticorruption et la lutte anticorruption dans le monde, c'est dans les efforts que nous faisons pour combler toutes ces incohérences qui existent dans les lois et de, au mieux possible, nous assurer qu'on est en train de le mettre en place. Et c'est pour ça que je répète, c'est un travail qui ne termine jamais. Parce que aujourd'hui, on a des incohérences entre la loi des données de vie privée et la loi anticorruption. On fait au mieux possible pour respecter les deux en installant des systèmes qui sont au mieux possible compliant avec la loi de lutte contre la corruption et en même temps respecte toutes ces que RGPD préconise. Et la semaine prochaine ou l'année prochaine, quelqu'un change une de ces deux lois, change la loi de lutte anticorruption ou change les directives RGPD ou encore approuve une loi totalement différente. Donc c'est interminable parce qu'on va toujours faire face à des nouveaux développements dans la société, soit parce que les législateurs décident de avancer dans une nouvelle direction pour mieux protéger la société, soit parce que les ONG mettent pression sur un autre angle de la problématique de la criminalité financière. Donc, la même chose qui nous permet de dire on travaille pour améliorer la lutte contre la corruption et renforcer nos dispositifs internes dans la banque. Aujourd'hui, on peut être dans une situation qu'on considère bien. L'année prochaine, c'est comme si on recommençait à zéro parce qu'il y a une nouvelle législation. Et donc, il faut mettre en place tous les systèmes avec toutes les ressources que nous avons besoin pour faire face à cette nouvelle loi et la respecter. Ce que personnellement, je pense que serait judicieux, c'est que dans les pays développés, dans par exemple l'Union européenne ou dans les pays dans l'Amérique du Nord qui ont des législations anticorruption qui sont bien développées maintenant. Elles sont pas parfaites, mais elles sont bien développées. On n'est pas oublié de certaines thématiques. Je pense qu'on est bien couvert en termes de législation. Je pense qu'on devait être plus préoccupé maintenant avec l'implémentation. Et pas juste l'implémentation dans des grandes entités comme les grandes banques internationales. On devait être plus concerné avec l'implémentation dans tous les secteurs d'économie qui peuvent présenter une vulnérabilité. Parce que les banques sont des cibles légitimes, oui, parce qu'il y a toujours des banques qui sont impliquées dans des scandales de blanchiment d'argent d'origine corruption, des blanchiments d'argent qui proviennent d'évasion fiscale, mais il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité dans les économies qui sont aussi utilisés pour ces vulnérabilités, donc pour blanchir de l'argent de la corruption, et qui ont beaucoup moins d'attention, soit des autorités, soit des ONG ou des activistes. Et donc, dans les pays développés, je pense que c'est ça qu'on devait faire attention maintenant. C'est plus s'assurer que on doit implémenter les choses qui existent déjà en termes de législation
et pas penser à approuver de nouvelles législations, de nouvelles conventions, de créer de nouvelles lois, parce que je peux vous dire d'expérience, déjà, on n'arrive pas à faire à 100% toutes les mises en cohérence de toutes ces législations qu'on est demandé à mettre en place. Et donc, si l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, il arrive qu'il y a une nouvelle loi avec une nouvelle thématique, c'est juste des briques qui s'empilent les uns sur les autres, sans qu'on a même arrivé à construire la base un peu solide, parce qu'on n'a pas fait attention à la partie d'implémentation. Et donc, je pense que c'est là une faiblesse du système de lutte anticorruption et de lutte contre la criminalité financière de façon générale. Passer des lois est très facile. Implémenter, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, je pense qu'on devait faire un peu plus d'attention. Et la population, de façon générale, elle est intelligente. Elle peut comprendre que on n'a pas la nécessité de réapprouver des lois et de changer des lois et de repasser des recommandations. Si on communique bien et si on explique, OK, on a fait une grande partie du travail d'élaborer les normes internationales, élaborer les normes domestiques, maintenant on a besoin de dédier une décennie, des années à d'implémentation pour se rassurer que nous avons vraiment implémenté ce qu'on a approuvé, même si les lois sont jamais parfaites, mais au moins, si on arrive à implémenter ce qu'on a déjà approuvé, je pense qu'on aurait une structure de société, pas juste des banques, mais de toute cette ordre d'économie, ça serait beaucoup plus solide en termes de lutte contre les différents types de criminalité financière qui existent. Et justement, tu nous as parlé plusieurs fois de vulnérabilité et de différents pans de l'économie qui ne mettent pas nécessairement en œuvre ces normes pour lutter contre la corruption, le blanchiment ou la criminalité financière de manière plus générale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces secteurs ou ces professions que tu considères vulnérables où il faudrait une attention plus forte? Bon, je n'ai jamais travaillé dans tous les secteurs de l'économie qui sont vulnérables. C'est comme quand j'étais dans les ONG ou quand j'étais dans les organisations internationales, que je ne me sentais pas légitime d'aller dire à quoi faire à des gens parce que je n'avais pas l'expérience d'appliquer cela dans la vie réelle. Donc ici, tu me poses une question que je vais pointer les doigts sans avoir jamais travaillé dans ce secteur-là. C'est pour avoir un exemple ou une idée un peu plus précise quand tu nous disais, voilà, il y a des vulnérabilités pour que ce soit un peu concret, qu'on voit un peu où est-ce qu'il pourrait y avoir des vulnérabilités. Ok, mais bon, ce que je voudrais te dire, c'est que par exemple, ce qu'on voit dans la presse tous les temps, c'est des scandales qui touchent les banques. Pourquoi? C'est parce que les banques sont très bien régulées, sont très ciblées par les autorités. Donc, c'est là qu'on va découvrir les gros scandales. On n'écoute pas parler, par exemple, des gros scandales qui touchent les secteurs immobiliers. Parfois, on écoute un peu dans la presse, par exemple, anglaise, une attention à les ventes des grosses maisons, des palaces, avec de l'argent qui est d'origine suspecte. Mais par exemple, les secteurs immobiliers, ça serait un secteur qui méritait d'avoir beaucoup plus d'attention. Les banques sont déjà la cible. Je suis pas ici en train de défendre les banques parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un peu de sensation, oui, je suis en train de passer du côté mauvais du monde. Mais maintenant que je suis là, je vois la quantité d'efforts, d'argent et des ressources humaines qu'on met pour essayer de respecter toutes ces législations. Et parfois, je ne vois pas les mêmes efforts du côté, par exemple, du secteur immobilier, qui est un secteur assujetti à toutes les législations de blanchiment d'argent. Mais il y a d'autres secteurs comme les secteurs des marchands d'art ou des produits de luxe, comme par exemple les yachts. Et avec par exemple la guerre en Ukraine, on a vu beaucoup d'individus très riches, les gens appellent ces individus russes comme les oligarques, comme ils mettaient leur argent dans ces gros bateaux très chers, ils mettaient leur argent dans des grosses maisons à Londres. Bien sûr que j'imagine qu'une partie de cet argent a passé par des banques, mais il y a d'autres intermédiaires, d'autres facilitateurs qui participent dans le process d'acheter une grosse maison, d'acheter un gros bateau. Ce sont des secteurs qui sont beaucoup moins visés. Et une autre chose qui, je pense, mérite un peu plus d'attention, c'est les systèmes financiers dehors les pays développés, comme par exemple les pays de l'Union européenne ou les pays de l'Amérique du Nord, parce que malheureusement, les banques internationales, pour faire face à toutes les législations qu'ils sont obligés à mettre en place, à la gestion du risque qu'ils sont obligés à mettre en place, parfois les banques des pays développés, qui sont les banques qui ont les plus de ressources, les plus de collaborateurs, les plus d'argent pour mettre en place des dispositifs de contrôle, ils sont en train de sortir du pays en développement, vu que pour être capable de gérer les risques dans certains pays, il faut dépenser beaucoup plus d'argent
parce que les pays sont plus faibles de façon générale en termes de gouvernance. Donc, ça engendre une situation, de mon point de vue, très problématique pour ces pays parce que ces pays sont laissés dans les mains de banques qui ne sont pas très établies du point de vue de leur capacité de respecter les législations, dans des contextes où leurs autorités régulatrices locales sont moins indépendantes. Donc, sont les individus, les populations des pays en développement qui souffrent. Quand ils ont la capacité d'utiliser un service financier, va être moins régulé et plus vulnérable à fraude et potentiellement plus utilisé pour faire passer d'argent de blanchiment, pour faire passer d'argent de financement de terrorisme ou d'argent lié à d'autres types de criminalité. En Union européenne, en Amérique du Nord, on trouve les scandales. Ça, c'est bien. De mon point de vue, c'est qu'il y a des autorités qui sont capables d'exécuter leur contrôle. On trouve les scandales. On fait des audits. On écoute beaucoup moins, par exemple, parler des scandales qui impliquent des banques dont leur siège social est basé dans des pays dehors l'Union européenne ou dehors, par exemple, l'Amérique du Nord. Et je suis sûr que si j'étais une personne corrompue avec beaucoup de moyens, moi, j'aurais passé par ces banques-là. Parce qu'elles ont des filiales un peu partout dans le monde aussi, et elles sont beaucoup moins assujetties à toutes les règles que les banques dans les contextes de l'Union européenne sont assujetties, ou dans les contextes de l'Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est une vulnérabilité pas en secteur différent de secteur financier, c'est une vulnérabilité du secteur financier, mais c'est dans sa globalité, dans les mondes. C'est que dans les pays plus développés, comme de toute façon toutes les structures sont plus développées, les agences régulatrices sont plus développées, sont plus indépendantes, donc elles peuvent bien faire le boulot de aller vérifier les banques. Et dans ces pays en développement, malheureusement, les banques plus capables de mettre en place des systèmes anti-corruption et anti-criminalité financière, elles sont en train de sortir, et ça engendre une vulnérabilité beaucoup plus grande pour les populations et pour les sociétés dans ces pays parce qu'ils vont rester dans la main des banques moins régulées et moins sujettes à des contrôles. Donc c'est une vulnérabilité du secteur financier, mais on va dire de façon globale. Ça me fait penser à l'épisode numéro 7 que j'avais enregistré avec Navi Malela et Grady Koko Olobanga, qui sont deux lanceurs d'alerte de la République démocratique du Congo et qui travaillaient en fait pour Afriland First Bank à Kinshasa et justement qui racontaient en fait les pratiques douteuses qu'ils avaient pu constater au sein de la banque, les liens entre la banque et des personnes haut placées. Donc on voyait bien ce sujet-là. Et puis aussi on a des cas notamment qui ont été révélés par ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, dans le cadre de Luanda Leaks. Donc c'était sur l'Angola, notamment Isabelle Dos Santos, et le fait qu'elle détenait des parts dans certaines banques. Et donc là, on voit aussi la vulnérabilité et le risque quand on a des personnes politiquement exposées, des personnes haut placées, qui détiennent des parts dans des banques et l'impact que ça peut avoir lorsqu'on lutte contre la corruption ou contre le blanchiment. Tout à l'heure, tu nous as beaucoup parlé de l'importance de mettre en œuvre les lois, de ne pas seulement en adopter de nouvelles ou de les réviser, mais de les mettre en œuvre. Tu as aussi parlé du fait que il y avait beaucoup de scandales qui touchaient les banques. On sait que les banques, c'est le premier rempart pour stopper l'argent sale, si je puis parler comme ça, et que malgré tout, on a quand même de nombreux scandales qui sont sortis ces dernières années. Alors, on a eu des Paradise Papers, par exemple, Panama Papers ou FinCEN Files, qui montraient que malgré le fait qu'il y ait eu, dans certains cas, il n'y a pas eu de transactions suspectes qui ont été effectuées. Et en même temps, tu nous disais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place par les banques pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le blanchiment. À ton avis, qu'est-ce qui explique quand même ce décalage? Alors, j'entends bien que une attention plus importante est mise sur les banques que d'autres secteurs, ce qui explique qu'on entend plus souvent parler de ces scandales. Et en même temps, s'il y a des choses qui sont mises en place, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a encore des scandales. Est-ce que c'est parce qu'il faudrait plus de poursuites? Est-ce que c'est parce que toutes les banques ne mettent pas en place le même type de procédure pour lutter contre la corruption? Je serais assez intéressée de connaître ton regard sur ce décalage, en fait, entre tous les scandales qu'on peut avoir et cette volonté et ces mesures qui sont mises en place par les banques pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Je pense que, ici je parle de façon un peu générale, mais je pense que les banques qui sont dans les contextes de l'Union européenne, qui sont assujetties par exemple à la Banque centrale européenne, elles essayent de mettre en place un système de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment d'argent, mais tu n'arriveras jamais à arrêter tout. Tu arrives à arrêter beaucoup de choses, mais avoir un business des banques, ça veut dire accepter
certains risques. Le principe d'être une banque, ça veut dire que tu acceptes certains risques, sinon tu n'auras pas l'activité des banques. Sinon tu ne rentreras pas en relation commerciale avec tes contreparties. Et en fait, c'est ta capacité de gérer ces risques qui peut être pire ou meilleur. Et quand elle est pire, tu n'es pas capable, par exemple, de détecter que ton système de transaction est en train d'être utilisé pour faire passer de l'argent, par exemple, d'origine des corruptions. Et quand ton système est bien développé, quand tu as beaucoup d'outils, tu as beaucoup de ressources, de collaborateurs qui travaillent pour détecter, par exemple, des transactions suspectes, tu attrapes plus de transactions suspectes. Et tu peux faire plus de déclarations, des suspicions à des autorités. Et j'imagine que, bon, quand tu as des milliers d'employés, tu as aussi des gens parmi ces employés qui ne sont pas là avec les objectifs les plus honnêtes du monde, comme partout dans le monde. Hein. Il y a des êtres humains qui sont les bons et des êtres humains qui sont les méchants. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, hein, mais il y a au sein d'une banque très grande des milliers d'employés. La majorité est des gens qui sont là pour essayer de faire le meilleur possible pour respecter toutes les lois et toutes les normes qui sont approuvées par des gens comme moi au sein de compliance. Mais il y aura toujours quelques-uns qui sont là pour essayer de bypasser les règles et pour faire de l'argent pour mettre dans leur propre poche. Et donc, dans ces cas, tu vas trouver des situations où il y aura des collaborateurs qui sont en relation avec des contreparties intéressés à utiliser ta banque pour passer de l'argent sale. Et ces collaborateurs, il va accepter des documents frauduleux, il va accepter de faire des trucs qui potentiellement la deuxième ligne de défense que je mentionnais au début, elle devait être capable d'identifier. Plusieurs fois, la deuxième ligne identifie. Parfois, quand la deuxième ligne n'identifie pas, la troisième ligne identifie sur la base d'échantillons. Mais parfois, quand la troisième ligne arrive, la transaction a déjà passé parce que la troisième ligne, elle arrive a posteriori. Donc, c'est à cause de ces types de problèmes dans les pays bien développés en termes de législation anticorruption, anti-blanchiment et avec des bonnes agences régulatrices, c'est à cause de ces types de problèmes que tu trouves encore des scandales. Et je pense que l'existence de ces scandales aide les systèmes financiers en Union européenne et en Amérique du Nord à améliorer de façon générale. Parce que quand il y a un scandale qui touche une banque ou autre, toutes les banques de la place, et je ne parle pas juste de banques en France, je parle de banques partout dans le monde, elles passent les peignes fines, si on pourrait dire comme ça, dans sa base des clients, dans sa base des fournisseurs, dans sa base d'intermédiaires, pour voir si parmi sa base d'intermédiaires, fournisseurs et clients, on a des gens qui ont été mentionnés, par exemple, dans un scandale comme tu avais mentionné, Panama Papers, Paradise Papers, toutes les papers qui ont sorti dans ces dernières années, même les scandales qui sont moins médiatisés. Parce que, comme j'ai mentionné, nous, on a l'obligation d'avoir dans la deuxième ligne de défense un effort d'identifier s'il y a des informations adverses sur nos contreparties quand on rentre en relation et tout au long de notre vie en relation avec cette contrepartie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont moins médiatisées, mais qui apparaissent dans la presse petit à petit parce qu'ils ne sont pas des gros scandales et qu'on doit repérer. On a l'obligation, selon la législation, qu'on doit repérer et on doit passer les peignes fines pour toute notre base de clients, d'intermédiaires et de fournisseurs pour être sûr qu'on n'a pas ces gens-là parmi nos clients. Et si on a l'obligation d'aller faire une déclaration de suspicion et d'éventuellement mettre en situation congelée toute notre relation commerciale avec un client comme ça. Mais finalement, on ne passe pas à l'abri d'avoir des transactions que tous les systèmes qui sont en place ne sont pas capables de repérer, parce que parfois même les transactions, elles ont l'air totalement légitimes, une description totalement légitime. Il faut avoir un peu un rôle d'enquêteur. C'est pas le rôle primordial d'une banque d'être enquêteur comme la police, mais c'est le travail qu'on est obligé de faire, parfois pour découvrir derrière une transaction, si l'explication que le client a donnée pour la transaction, elle est légitime, si elle est correcte, si elle est accompagnée de tous les documents qui justifient bien l'explication qu'il a donnée. Et parfois, on n'arrive pas à prouver que l'objectif du client il disait A avec la bouche, mais son objectif était vraiment B, et il a prouvé avec les documents frauduleux que cette transaction était légitime. Donc, il y a d'un côté ces types de situations qui on n'attrape pas. Il y a parfois des trous dans la raquette. Et il y a aussi l'autre trou qui est d'avoir des collaborateurs qui parfois ne sont pas là pour travailler de façon honnête. Et quand on identifie ces types d'incidents, aussi à cause de législation anti-blanchiment et législation anti-corruption, les banques sont obligées d'avoir des process d'enquête interne, de faire un suivi. Par exemple, si on trouve un ou plus collaborateurs qui sont impliqués dans une situation de fraude qui permettent de passer de l'argent sale dans une banque, on est obligé d'enquêter, de donner une sanction à ses employés,
généralement, ça veut dire que l'employé est viré, et d'informer les autorités pour que l'autorité décide si l'autorité doit donner suite à une affaire en justice contre ces individus. Et tout cela en fonction de la taille de la fraude, de l'importance de la fraude, parce que aussi les autorités publiques n'ont pas de l'argent pour mettre des polices à investiguer, le parquet à investiguer tout acte de petite fraude. Ils ont un budget, ils ont un certain nombre de personnes pour travailler, donc bien sûr qu'ils vont faire des décisions basées sur quels sont les gros cas qui méritent des ressources dédiées pour investigation. Mais dans les quotidiens, je peux vous dire que moi-même, on a demandé pour discuter avec la conformité qui est devant les clients des situations où la conformité qui est devant les clients dit je ne trouve pas, par exemple, que cette documentation que mon client m'a présentée justifie la transaction qu'il est en train de faire. Et on doit dire OK, on n'arrive pas à obtenir d'autres informations, on redemande au client, on n'arrive pas à trouver d'autres documents avec la deuxième ligne de défense. Parfois, on doit refuser de faire la transaction commerciale avec les clients et on est obligé à déclarer aux autorités comme déclaration de suspicion. Mais parfois, les clients nous présentent des documents qui ont totalement l'apparence de légitimité parce qu'ils ont un cabinet d'avocats derrière ou ils ont un cabinet de comptables derrière qui a une bonne réputation, qui explique dans un contrat très bien fait la légitimité de cette transaction commerciale. Et parfois, tu laisses passer quelque chose que 3 années après, tu retrouves dans un Panama Papers ou dans un Paradise Papers, par exemple. Donc, les trous dans la raquette existent, même si je pense que quand on est assujetti à la Banque centrale européenne et quand on est assujetti, par exemple, au Fed aux États-Unis, on a beaucoup de systèmes en place pour faire face à ce type de situation. Mais comme partout dans le monde, on n'est pas à l'abri de soit de fraudes entre nos propres employés ou soit des fraudes entre les contreparties. Merci, je vois que le temps file. Avant de passer à mes 2 dernières questions, est-ce qu'il y a un sujet ou un aspect que tu aimerais qu'on aborde ou un message en particulier que tu aimerais communiquer? Une chose que j'ai beaucoup pensé pendant ces 15 ans que je travaille dans la thématique anticorruption, c'était que, comme je dis au début, je parlais beaucoup aux autres comme conseillère, et j'ai donné des conseils et je me sentais comme une fraude, comme j'avais dit au début. Et j'ai beaucoup pensé à quoi je pouvais faire moi-même pour qu'autour de moi, j'étais en train de contribuer à améliorer les choses, même dans une très petite échelle. Et je trouve que toutes les gens qui ont un peu de préoccupation avec eux-mêmes, avec leurs enfants, avec leur famille, avec les gens qui sont leurs amis, qui veulent que les situations s'améliorent pour tout le monde, pouvaient eux-mêmes commencer à regarder leurs propres actions et voir comment est-ce que nous, on peut, dans notre petite échelle, juste autour de nous, améliorer un peu la pratique générale de la société. Et ça peut passer pour des trucs très simples que peut-être tu vas trouver très bêtes, tu vois, mais je sais pas, respecter la queue à la poste, au supermarché, c'est un truc simple, mais qui engendre une petite boule de neige, des actions plus correctes, des actions plus dans le respect de l'autre, plus dans la compréhension que moi j'ai des droits, mais les autres ont des droits aussi. Et donc, mon droit termine où les droits d'autres commencent. Je pensais à la façon dont je peux améliorer le respect de règles, le respect des droits des autres dans mon entourage. Et je pense que dans l'effet boule de neige, ça améliore beaucoup de choses et améliore aussi la lutte contre la corruption, améliore aussi la pratique de tous les individus dans une société. Et en fait, il y a un concept psychologique qui dit que les gens apprennent mieux avec l'expérience qu'avec quelque chose qu'ils écoutent. Par exemple, quand tu écoutes ta prof t'expliquer quelque chose, tu peux mémoriser une certaine partie, mais quand tu fais toi-même, tu incorpores beaucoup plus de cette connaissance. Donc, je pense que le même principe s'applique quand on veut améliorer notre société. Je passais beaucoup de ma vie en train de faire des discours et en train de donner des conseils, mais je pensais que j'aurais beaucoup plus d'impact si je commençais à vivre dans la pratique tous ces concepts et tous ces messages que j'avais l'habitude de passer parmi les papers que j'écrivais ou parmi les recommandations que j'écrivais. Et donc, il y a des petites choses qui n'ont rien à voir avec lutte contre la corruption dans les jours à jour de chacun, qui on pourrait faire et qui vont de façon générique améliorer les systèmes de gouvernance de la société. Et ça peut commencer, comme j'ai dit, avec le respect de la queue dans le supermarché, mais ça peut aller à des choses quand on a un peu plus de temps, on a un peu plus envie de s'engager, par exemple, de collaborer à la gestion de l'école de votre enfant.
pour savoir comment est-ce que l'argent est utilisé, comment est-ce que les décisions sont prises pour choisir, par exemple, les services qui va préparer la nourriture de la cantine, s'engager auprès des associations de parents, ou si vous faites partie d'une église, collaborer pour être sûr que l'argent de votre église est bien utilisé, votre association, si vous êtes bénévole dans une association ou des choses comme ça. Donc, c'est au fur et à mesure, en fonction de notre capacité d'engagement, mais on peut faire avec des choses très simples, comme j'ai mentionné, la queue de la poste, pour respecter la règle de s'arrêter devant les feux rouges, de laisser les piétons passer devant toi. Parce que tout cela ensemble aide à construire une société où les gens respectent les règles et respectent les droits les uns des autres. Donc moi, je n'ai pas plus de droits que toi et toi, tu n'as pas plus de droits que moi, mais nous, ensemble, on a la capacité d'améliorer la situation dans notre quotidien, dans la petite échelle. Merci, tu viens justement de répondre à la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Donc tu nous as donné plein de pistes. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une œuvre à nous recommander, un film, un livre, une pièce de théâtre, œuvre au sens large? Il y a un podcast, c'est en anglais, mais que j'écoute souvent et que je trouve très intéressant pour des gens qui sont intéressés à des questions de politique et des politiques internationales, qui s'appelle The Rest is Politics. C'est un podcast produit en Angleterre, au Royaume-Uni, par deux ex-politiciens, un de gauche et un de droite. Et j'ai trouvé des concepts très intéressants de mettre des gens qui ont des visions différentes du monde pour discuter ensemble et pour voir comme parfois chacun de son côté a des raisons légitimes pour avoir ses positions et essayer de se mettre dans la place de l'autre et comprendre pourquoi est-ce que l'autre peut agir d'une façon ou d'autre. Et parfois, on est totalement antagoniste, mais si on permet à la personne de l'expliquer, on voit qu'il n'y a pas juste une vérité dans les mondes, il n'y a pas juste un point de vue, il y a plusieurs points de vue et parfois notre point de vue est divergent, mais il faut être capable de respecter les points de vue de l'autre, même s'il n'est pas ce qu'il y en a nous-mêmes. Donc ces podcasts, je trouve que si vous êtes intéressé à écouter des choses en anglais, je trouve très intéressant. Et j'ai un autre livre, c'est un livre de fiction, mais un peu basé sur la vie réelle. Il fait un peu sur corruption, mais comme livre de fiction quand même, c'est un superbe livre écrit en anglais. Je trouve que juste pour le plaisir de lire, tu ne veux pas qu'il termine jamais. Il s'appelle All the King's Men. C'est un livre écrit dans les années 40-50, mais c'est une œuvre d'art. L'auteur s'appelle Robert Penn Warren. Et si je ne me trompe pas, il y a eu un film qui a été produit dans les années 70, je pense, sur cette œuvre-là. Il a gagné un Oscar, mais je n'ai jamais vu ce film-là. Mais le livre est incroyable et je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai déjà lu dans ma vie. Donc, pour les gens qui sont intéressés à la corruption, il est intéressant parce qu'il raconte l'histoire d'un politicien aux États-Unis dans les années 30 et de toute la problématique de corruption engendrée avec le financement de campagnes politiques dans le contexte des années 30 aux États-Unis. Mais comme œuvre de fiction, il est superbement bien écrit, donc il vaut la lecture. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, mais surtout merci beaucoup pour cet échange que je trouvais passionnant. Tu nous as donné un super éclairage sur ton métier de compliance officer, mais aussi de comprendre comment ça se passe au sein d'une banque et ce qui est mis en œuvre. Donc merci encore pour ton temps. Merci à toi aussi pour l'opportunité de parler sur cette thématique. J'espère à une prochaine opportunité de parler ensemble. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et comme je vous le disais en introduction, si vous souhaitez que mon invité réponde à toutes vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou bien à poster un message sur le compte Twitter et le compte LinkedIn du podcast. Et on organisera un deuxième épisode avec mon invité pour répondre à toutes vos questions. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille et vos collègues. Et si vous pouviez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou bien sur Apple Podcasts, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.